Avant de commencer cet épisode, je voulais juste vous dire un mot, vous dire que je suis plutôt content que l'épisode sur Mars 2020 ait bien fonctionné et qu'il vous ait plu. Je pense que je vais essayer de garder cette alternance entre un événement d'actualité et un événement passé pour se replonger dans l'histoire de la conquête spatiale. Ça peut être quelque chose d'intéressant et je pense que ça peut aussi faire varier les sujets. Aujourd'hui donc, on retourne dans le passé, direction la toute fin des années 1950. On a envoyé le premier satellite en orbite autour de la Terre, c'était Sputnik 1, la mission de l'Union soviétique. Aujourd'hui, on s'intéresse à une chienne que vous devez très certainement connaître. Elle s'appelle Laika et elle est connue pour avoir été le premier animal à avoir été envoyé dans l'espace. Mais ce n'est pas aussi simple. 5, 4, 3, 2, 1, liftoff. Si vous vous êtes un minimum intéressé à l'histoire de la conquête spatiale, vous avez forcément dû entendre parler de Laika. Cette chienne, récupérée errante dans les rues de Moscou, est connue pour être devenue, le 3 novembre 1957, la première chienne à être allée dans l'espace. Mais est-ce réellement vrai ? Pour répondre à cette question, il faut se demander où est la frontière de l'espace. Il en existe plusieurs. La plus officielle d'entre elles se situe à 100 km d'altitude, on l'appelle la ligne de Kármán. On considère que passé cette distance, les appareils aéronautiques ne sont plus utilisables. L'air y est trop peu présent, n'offrant plus assez de portance aux avions par exemple. Cependant, notre atmosphère s'étend bien plus loin, jusqu'à plus de 30 000 km dans cette couche que l'on appelle l'exosphère. On y trouve encore quelques molécules qui composent l'air que nous respirons. D'ailleurs, la plupart des satellites aujourd'hui en orbite autour de notre planète sont situés entre 200 et 800 km d'altitude. Plus haut, d'autres sont sur une orbite dite géostationnaire à 36 000 km d'altitude. Si ces derniers ne sont quasiment plus en contact avec notre atmosphère, les satellites situés plus bas sont eux constamment freinés par cette dernière. Cela implique qu'ils doivent être propulsés fréquemment pour réaugmenter leur vitesse et ainsi ne pas retomber sur Terre. Si l'on part donc du principe que tous les objets que l'on envoie au-delà de la ligne de Kármán sont dans l'espace, alors Laika n'est pas la première. Dès 1957, les Américains ont voulu tenter d'envoyer des animaux dans l'espace, et ce seront finalement des insectes. C'est ainsi que des mouches ont franchi cette limite à bord d'une fusée V2. Bien qu'elles n'aient pas effectué une orbite complète comprenait un tour complet de la Terre, elles reviendront toutes en pleine forme après quelques minutes. Toujours aux États-Unis, en 1949, c'est au tour d'un animal beaucoup plus proche de nous de quitter la Terre. Un macaque rhésus, un singe nommé Albert II, qui lui non plus ne fera pas un tour complet de notre planète. Il n'en aurait de toute façon pas profité puisque les Américains ont pris la décision de l'anesthésier avant le décollage. Anesthésier, pas euthanasier. Le but principal à cette époque est de comprendre comment le métabolisme réagit au décollage, à l'impesanteur, puis à la rentrée atmosphérique. Malheureusement, son destin est scellé. Lors de son retour sur Terre, le parachute de sa capsule ne s'ouvre pas. Il s'écrase et meurt dans le crash. Quelques mois plus tard, le même destin sera réservé à Albert IV. Une même défaillance des parachutes entraînera la mort du macaque au moment de l'impact de sa capsule. Côté soviétique, plusieurs chiens errants sont sélectionnés pour être entraînés à partir dans l'espace. Dès 1951, plusieurs chiennes décolleront pour le vide spatial. Parmi elles, Dezik, Tsigane et Lisa. Les deux premières décolleront en juillet. Elles survivront au vol et retourneront sur Terre quelques minutes plus tard. Le 7 novembre 1957 marque le 40e anniversaire de l'Union soviétique. À cette occasion, le régime souhaite démontrer son avancée dans le domaine spatial. L'ordre est alors donné d'envoyer avant cette date le premier animal à effectuer une orbite complète autour de la Terre. La capsule pensée pour mener à bien ce projet est encore en cours de développement et rien ne sera prêt pour cette date. Mais il est hors de question de reporter cet événement. En moins d'un mois, une nouvelle capsule sera mise au point.
Mais le délai extrêmement court de conception ne permettra pas aux ingénieurs d'assurer la pleine sécurité de Laika. Aucun test ne sera mené avant le décollage de la fusée l'emportant vers les étoiles, le 3 novembre 1957. Le décollage et la mise en orbite se passent bien. La chienne, bien que secouée par la puissance de la fusée R7 qui la transporte, réagit bien et ses constantes vitales sont bonnes. Tout se passe donc presque bien. En effet, la capsule ne se détache pas complètement du second étage de la fusée. Plusieurs dysfonctionnements s'ensuivent alors. Aussi, le bouclier thermique a été endommagé lors du lancement et risque de ne pas être suffisamment efficace pour assurer la sécurité de Laika lors de sa rentrée atmosphérique. Après 5 à 7 heures autour de la Terre, la chaleur devient anormalement importante dans la capsule et coûtera cher à la chienne. Elle mourra d'épuisement et de déshydratation. L'URSS cachera longtemps les vraies causes de la mort de Laika. Certains affirmeront qu'elle a été euthanasiée volontairement pour l'empêcher de souffrir, et d'autres diront qu'elle est morte d'asphyxie après l'épuisement de sa réserve d'oxygène. Sa capsule, freinée par notre fine atmosphère, finira par retomber sur Terre le 14 avril 1958 et se désintégrera avant même de toucher le sol. Laika n'aura donc pas été le premier être vivant à être allé dans l'espace, mais elle aura tout de même effectué pas mal de premières. Premier animal à effectuer une orbite complète autour de la Terre, et premier être vivant à mourir dans l'espace. Elle est fort heureusement, encore à l'heure actuelle, le seul être vivant à être véritablement mort dans l'espace.